La Côte d'Ivoire a décidé de renforcer le dispositif sécuritaire à sa frontière nord avec le Mali. Entre vigilance militaire et gestion humanitaire, Abidjan cherche à protéger son territoire tout en répondant à une situation régionale de plus en plus préoccupante. On expose dans cette vidéo les raisons de ce choix. N'oublie pas de liker, t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Christelle, il se passe que ces dernières semaines ou ces derniers mois, le JNIM a changé de stratégie. Donc, groupe terroriste Oui, le JNIM, c'est le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. Parce qu'il y a deux groupes islamiques, il y a un qui est affilié à l'État islamique, l'autre est affilié à Al-Qaïda. Ouais. Donc ils ont changé de stratégie et ils ont étendu leur espace sur lequel ils exercent. Vous savez très bien que la partie qui concerne la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, jusqu'à récemment, était une partie totalement sous contrôle des autorités maliennes. Mais donc on des observe femmes, des forces armées maliennes, bien évidemment. On observe que dernièrement, le JNIM ayant changé d'avis a décidé de bloquer tous les axes routiers qui permettaient au gouvernement malien de se ravitailler, notamment en hydrocarbures. Vous n'êtes pas sans savoir que la zone des Cailles et des Ségou a été victime d'attaques qui se trouve à la frontière du Sénégal. La zone avec la frontière mauritanienne a aussi subi des points chauds. Et maintenant, c'est Sikasso qui est la plus grande ville malienne, qui est plus proche de la frontière ivoirienne. Il y a une localité qu'on appelle Lolouni, où les djihadistes du JNIM s'en sont pris au groupe d'autodéfense d'Ozo qui ont été constitués pour défendre la population civile. Donc, naturellement, les populations apeurées vont chercher à s'abriter. Bamako étant un peu loin, c'est naturellement la frontière vers la Côte d'Ivoire que les gens se tournent. Donc, pour mieux comprendre, dans cette zone-là, les femmes, donc les forces armées maliennes n'y sont pas, et les populations donc, sont défendues par les groupes... Elles y sont, mais en sous-effectif. En sous-effectif. Donc, ce sont les dozos... Effectivement, ce sont les dozos qui se sont constitués en groupe d'autodéfense qui font la sécurité. Dans la localité que j'ai citée à Loulouni, puisque c'est là-bas qu'il y a eu des escarmouches entre les deux groupuscules. Mais information importante que tout le monde doit prendre au sérieux, c'est qu'il a été rapporté que ces djihadistes ont utilisé des drones kamikazes. Tout à fait, tout à fait. Ce qui fait que le nouveau type de combat, ça va encore plus difficile pour les autorités militaires de l'AES. Très bien. Donc, des populations défendues en partie par les groupes armés, enfin, par les dozos, qui se sont constitués évidemment en groupe d'autodéfense pour réagir aux attaques du JNIM. On fait face à ceci avec très bien armés, structurés, avec des drones et tout cela. Et les populations, les pauvres, ce sont elles-là qui subissent à chaque fois les financiers. Christelle, si vous permettez, je vais rajouter que, vous savez, depuis les 6 derniers mois, 22 ressortissants étrangers ont été kidnappés par le JNIM. Et ces étrangers qui ont été kidnappés, là, certains pays, des ressortissants ont payé des rançons pour que leurs ressortissants soient libérés. Notamment les Émirats arabes unis qui ont payé jusqu'à 50 millions d'euros au JNIM. Donc, naturellement, ayant tous ces moyens financiers, le JNIM finance ses activités et sur le plan opérationnel, devient un adversaire redoutable parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, il utilise des drones. Et on sait très bien le risque sécuritaire que cela peut entraîner sur le terrain. Merci, Dr Barry, pour le point de situation. Marius Komoé, en attendant, c'est la frontière ivoirienne, la Côte d'Ivoire, donc, qui reçoit le flux inhabituel de réfugiés maliens. Notre pays a cette tradition d'hospitalité. Alors, votre avis, justement, est comment résorber la situation? Constat déjà sur le point de situation. Ben, le point de situation, Barry l'a déjà fait et la Côte d'Ivoire a pris le taureau par les cornes. Comme nous l'avons fait face donc, à ce flux donc, de migrants burkinabés en son temps, il a dit le chiffre 90 000 migrants burkinabés qui fuyaient également en son temps des violences similaires dans leurs États.
se sont retrouvés à nos frontières et nous leur avons ouvert les portes de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Et les pays frères que sont le Burkina et le Mali ne pouvaient être avec leurs ressortissants qui veulent rejoindre notre pays, eu égard à l'action des djihadistes dans certains villages frontaliers à la Côte d'Ivoire. Il a cité le village de Loulouni. Vous avez également le village de Kembirina, qui sont des villages à environ 150 à 100 kilomètres de la frontière avec le Mali, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et donc, c'est par ces zones-là qui sont des zones beaucoup plus... qui se prêtent à ces flux donc, migratoires. Et je peux vous assurer qu'à l'état actuel des choses, la situation est totalement sous contrôle par les autorités ivoiriennes. Il n'y a pas encore péril à la demeure, mais n'empêche que là où l'État de Côte d'Ivoire met les bouchées doubles, c'est de s'assurer que les familles qui viennent en Côte d'Ivoire, qui rentrent sur le territoire ivoirien, sont véritablement en quête de protection. Mais en même temps, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil national de sécurité, a instruit nos forces de l'ordre de prévenir toute infiltration d'éléments armés qui pourraient être des éléments des djihadistes, qui sont du reste très proches de Al-Qaïda, de ne pas pouvoir intégrer le territoire ivoirien pour continuer la sale besogne. Et donc, sur cette base-là, nous avons fait des renforts, nous avons multiplié les renforts, nous avons renforcé le dispositif sécuritaire à la frontière ivoirienne avec le Mali. Et je peux vous assurer que pour l'heure, la situation est sous contrôle. Mais n'empêche que nous devrons avoir les yeux ouverts. Daouda? Moi, j'avoue que j'ai quand même quelques inquiétudes. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a déjà soutenu le Burkina. Continue de le faire. Je ne veux pas dire qu'il continue même toujours de le faire. C'est qu'aujourd'hui, on est face à une situation où il y a d'autres flux de migrants qui arrivent du Mali. Est-ce que ce n'est pas le lieu alors ici là de se poser la question? Parce que malgré les plus de 90 000 réfugiés que nous recevons jusqu'à aujourd'hui, le Burkina ne s'empêche jamais de dire qu'on veut les attaquer. Nous sommes la base arrière de, qu'on appelle ça, pour déstabiliser le Burkina. Est-ce que aujourd'hui, avec le flux de migrants maliens qui est en train de venir, est-ce qu'on ne va pas assister à la même situation? Je me pose des questions. Et donc, sur ce fait-là, je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit pouvoir vraiment redoubler d'efforts. De sorte à ce que, il faut que le Mali aujourd'hui, le Mali et le Burkina acceptent aujourd'hui de se faire aider. Parce que tout porte à croire qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Ibrahim Traoré est venu, nous a dit qu'il a 6 mois pour gérer le problème. On est à combien d'années maintenant? 3 ans. On est à 3 ans. Les populations fuient de partout. Assimi Goïta, c'est pratiquement la même chose. Lui, je pense qu'il est en train de partir vers 5 ans maintenant. Pratiquement un mandat. Il a déjà fait 5 ans. Ouais. Donc du coup, si on a échoué à répondre aux besoins les plus primaires de nos populations, il faut accepter de se faire aider. Parce qu'aujourd'hui, la situation qui prévaut au Mali et au Burkina, mais ça va déstructurer toute la sous-région ouest-africaine et c'est les faits pour arranger personne. Mais malheureusement, quand on va à la tribune de l'ONU et qu'on tient des discours grandiloquents où on insulte tout le monde, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la France, que ce soit l'Algérie, que ce soit tous les pays limitrophes avec qui vous partagez la frontière, vous insultez tout le monde, finalement on se demande sur quoi vous comptez. Et je pense en toute humilité que le Mali et le Burkina, pour parler des dirigeants eux-mêmes, ils ont
pousser le bouchon tellement loin qu'il serait difficile pour eux de revenir en arrière. Moi, je pense qu'il faut sauver les soldats IB et Assimi Goïta, malgré eux, parce que finalement, ce sont les populations maliennes qui sont les plus, qui souffrent le plus, c'est les populations burkinabées qui souffrent le plus. Quand on en parle, ils estiment qu'on leur en veut, mais non. Parce que le constat est là. Plus de 90 000 réfugiés et il y a des Maliens qui arrivent. Le Ghana a déjà fermé sa frontière aux réfugiés. On en avait reçu d'ailleurs. Voilà. C'est difficile. C'est difficile. Il faut qu'ils acceptent de se faire aider. La situation à la frontière nord reste sous haute surveillance. La Côte d'Ivoire, entre sécurité et solidarité, continue de gérer l'afflux de réfugiés maliens, faisant preuve de solidarité avec son voisin malien. Partages-tu les différents points de vue exposés dans cette vidéo? Dis-le nous en commentaire et à bientôt pour un nouveau débrief de l'actualité africaine.